Corentin Faille. Mais vous voyez, c'est une toute autre collection. Il avait exposé à l'Ensemble. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et cette œuvre-là s'appelle la colombe Paloma, colombe de la paix. Et donc, c'est une œuvre qui était dédiée à la famille. Vous voyez, il y a plein de messages sur la famille, la paix dans le monde, la famille est sacrée. Et j'avais trouvé que cette œuvre-là, pareil, elle m'inspirait beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, un peu comme un gage pour la famille d'être unie, en fait. Voilà, donc voilà. Là, c'est une œuvre coup de cœur, c'est une œuvre magistrale. C'est l'une des plus grandes, c'est la plus grande toile que l'artiste a produite aujourd'hui. C'est l'artiste Alissane Augustin. Donc, c'est une artiste qui est rentrée en Guadeloupe il y a 2 ans environ. Elle a vécu au Canada pendant une dizaine d'années. Elle a fait aussi l'école des beaux-arts à Bordeaux, Lyon, que ma mémoire ne me fasse pas à défaut. Et en fait, elle produit beaucoup d'œuvres. Alors, elle, c'est pas le splash painting, sa technique. Elle, on est plus dans la technique de pouring. Donc, en fait, on prend de la peinture, on met de la peinture, plusieurs couches de peinture dans des pots. Et en fait, lorsqu'on jette, non, en fait, elle met, mais en même temps, elle a une technique où elle souffle, ou en même temps, elle joue avec l'œuvre. Je vous montrerai en fin de journée la vidéo de la production de l'œuvre, puisque j'ai la vidéo. Et en fait, c'est un processus de création qui est long parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, il faut travailler avec les matières, parfois elles retirent. Et même le blanc, c'est de la peinture. Ce n'est pas des espaces laissés blancs. Et donc, chacun, il voit ce qu'il veut. Donc, certains, ils voient l'univers. Et c'est une œuvre qui est très, très belle par son ampleur, par ce qu'elle symbolise aussi. Et c'est une artiste qui, dans son idéal, elle voulait guérir avec ses œuvres. Elle voulait non seulement inspirer, mais elle voulait aussi que son œuvre soit un peu comme une régénérescence. C'est ce qu'elle m'a expliqué, en tout cas, lorsque on a fait la promotion et on a vraiment eu le coup de cœur. Moi, quand j'ai vu la première fois à la Rawak, je l'ai revue à la couleur de verre, j'ai trouvé que c'était une œuvre qui était... elle était juste sensationnelle. Je vous prie de m'excuser. Qui s'est imposé à nous là ce matin, ça a été Un homme, une œuvre. Nous parlions de Marilyn Monroe et de Joséphine Baker et on est arrivé à Picasso. Et donc de dire que pour ma part, ma lecture personnelle d'une œuvre, j'ai besoin que l'homme soit proche de son œuvre, que l'artiste soit proche de son œuvre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me dire l'œuvre est géniale et l'homme est épouvantable. Et de fait, il se trouve que dans l'actualité de Picasso, il y a sa fille qui vient de publier un ouvrage dans lequel elle raconte le monstre qu'était son père. C'est vrai. Ouais. Elle parle de Picasso comme d'un monstre, c'est vraiment son vécu. Mais pour elle, son papa était un monstre, mais pour le papa, lui, il ne se considérait pas comme monstre. Eh bien, il se considérait en tout cas comme pas papa, comme disent les enfants. Comme disent pas papa, mais pas monstre. Par rapport à la place qu'il avait ou le rôle qu'il jouait. C'est-à-dire qu'en fait, et la place et le rôle, c'est-à-dire que dans la place, il ne reconnaissait pas ses enfants. Il y avait une sorte de déni déjà de paternité. Et ensuite, dans le rôle qu'il jouait auprès d'eux, c'était simplement un non-lieu, en quelque sorte. C'était circuler, je ne suis pas là. Et donc, il y a eu des suicides ou des tentatives de suicide. C'est différentes épouses, parce qu'il en a eu 3. Ça a été une série de drames. Et donc, selon moi, l'appréciation de l'œuvre, évidemment, peut faire abstraction de qui est derrière. C'est-à-dire, bon, voilà, il est épouvantable ou elle est épouvantable, mais c'est un artiste génial. Beaucoup ont cette approche-là. Moi, je n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin d'avoir une empathie pour l'homme, pour l'individu. Et ça, c'est pour moi un guide. Ça me guide vers la lecture de son œuvre. Ma sensibilité a besoin d'être réveillée, et pas seulement de faire écho, d'être éclairée, absolument. Il faut que ça vibre. Mais Picasso n'est pas mon artiste. Moi, je n'avais déjà pas aimé son œuvre Guernica, qui parlait de la guerre de la guerre en Espagne, durant Franco. Et je m'étais dit, en plus, avec ces personnages un peu démembrés, exactement. Et je me suis dit, mais pour pouvoir peindre ça, pour pouvoir représenter une œuvre, il faut avoir soi-même. Il faut avoir une part d'animalité. Alors que moi, je suis plus... Il dénonçait quand même. Tout à fait. Il a dénoncé la guerre. Oui. De parler de gens qui étaient dans... C'était la guerre. C'est vrai. Oui, tout à fait. Mais il aurait pu. Alors, certains ont fait l'éloge de la guerre ou même en art. En art, oui, on en a. L'éloge. Pas peut-être l'éloge, mais en tout cas. Non, c'est dénoncé. Enfin, même dans la dénonciation, quand on tend vers une forme de
c'était cruel quand même. J'ai trouvé que ça avait une part de cruauté, Guernica. Oui. En fait, quand on regarde l'œuvre, en plus même par rapport à la tonalité des couleurs et tout, on voit c'est très triste, on est dans quelque chose de lourd. Je pense qu'il aurait pu avoir une approche qui est différente. Je pense. Alors la guerre, évidemment, la guerre. Regardez, le radeau de la Méduse, qui n'évoque rien non plus de très heureux. Et pourtant, c'est une œuvre, on la regarde avec cette blancheur écarlate de la femme qui est sous le radeau, avec les gens qui se noient. Mais pourtant, c'est triste, c'est tragique. Mais il y avait quand même une forme de poésie derrière. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, ça va être dans le traitement de la chose. Et c'est là où l'humanité de l'artiste rentre en compte. Exactement. Exactement. Géricault, pardon, effectivement, avait sans aucun doute, je ne connais pas sa vie, sa biographie, lui, mais simplement dans le trait, et comme tu le dis, dans les couleurs apportées, on voit quelle était son intention. L'intention derrière était sans doute d'apaisement. Oui, c'est Alors ça. que Picasso, justement, et particulièrement dans Guernica, on voit bien la déchirure intérieure de cet homme. Et regardons le visage de Picasso, mais là c'est purement subjectif ce que je dis. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotion sur son visage. Je trouve qu'il a un regard, ça c'est moi, je dis bien que c'est une lecture personnelle. Son regard, pour moi, et son visage comment je dirais, ne dégage absolument aucune empathie. Alors, on parle de monstre sacré pour des artistes comme celui-là. C'est l'artiste au monde répertorié à ce jour qui a l'œuvre numériquement la plus conséquente. Apparemment, personne n'a peint autant que Picasso. Je crois que ça se chiffre en millions. Ah oui, je crois que ça se chiffre en millions. Je ne sais plus combien d'œuvres il peignait par jour. C'est extraordinaire. Donc, quelque part, il était boulimique du travail. Mais en fait, c'était une névrose, en fait. On est dans la névrose, plusieurs œuvres par jour. Absolument. Quand on sait combien de temps pour déjà penser l'œuvre et la La réaliser. concevoir. Donc, ça veut dire qu'il était névrosé. Et donc, effectivement, alors maintenant, on connaît aussi son goût pour les toréadors, par exemple, c'est-à-dire le sang. Paradoxalement, j'ai pensé à ça avec ce tango-là de Faye. Ah oui, mais moi, ça m'a... En fait, moi, j'ai pas vu quelque chose de sanguin. J'ai vu la couleur rouge, mais comme la passion et la puissance. Et en fait, si vous voyez... Alors, je peux demander, j'ai une partie de la collection en format numérique. Donc, parce que Corentin voulait que je l'expose au sein du bureau. Et ça n'a pas pu être possible. En tout cas, dans le cadre avec les expos qu'il m'avait donné. Mais toute la collection, puisqu'on a une tonalité aussi de bleu, mais de bleu un peu comme le bleu Marjorel d'Yves Saint-Laurent, et avec ces tonalités de noir et rouge. Mais franchement, les œuvres, elles sont puissantes. On ressent une vibration qui est très, très forte, avec leur contraste avec le noir. Tu sais que le tango est lié à la corrida. Oui, c'est ça. En Espagne, culturellement, en Espagne, le tango est lié à la corrida et ça ressort là, précisément dans la danse. Donc le geste même de danse est déjà connoté culturellement. Danser le tango, c'est avoir une accointance avec la corrida, donc le sang. Il y a le jaillissement du sang, il y a dans le mouvement. Oui. C'est tata. C'est vrai qu'il est... Non, alors qui je suis très simplement, je suis professeur. Voilà, tout simplement. Je suis professeur avec une spécialité dans les arts dits extra-européens. Je mets des guillemets parce que c'est ainsi que c'est répertorié. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années l'histoire et les cultures d'Afrique noire et d'Océanie. Donc ma spécialité, c'est d'abord à la base l'art traditionnel africain, puis l'art contemporain africain. Il se trouve que dans mon parcours en France métropolitaine, j'ai eu à enseigner, même si ce n'était pas une spécialité, l'art d'Océanie. Je vis en Guadeloupe depuis une dizaine d'années, je suis mariée à un Guadeloupéen, et à mon arrivée en Guadeloupe, j'ai passé un concours de lettres modernes, donc je suis parallèlement professeur de français, de lettres ici, et DETI m'a demandé effectivement un doctorat en préparation sur les arts d'Afrique noire, donc le lien entre l'art traditionnel et l'art contemporain. Et lorsque je parle d'Afrique, hier soir j'étais pas au musée, au centre Rémy Nansouta sur le festival du Zouk, donc le FIZ, avec, tu dois connaître, Louis-Or. Monsieur Louis-Or, non? Alors, le festival du Zouk, alors Louis-Or, Eugène Louis-Or,
ça me revient. C'était magnifique, c'était véritablement, on a passé un très très bon moment et je suis intervenue dans le cadre d'une table ronde avec Gérard Devers, que vous connaissez peut-être. Delvert, Gérard Delvert. C'était extraordinaire, mais vraiment... Ah ouais, Ça, c'était il extraordinaire. de pub. De pub. C'est vrai. Oui, il y a eu quelques... Il y a eu des flyers, il y a eu... Ah, mais bon, c'est super, c'est super. Et donc, ce festival était intéressant parce que pour moi, qui me suis spécialisée sur les sociétés d'avant, c'est-à-dire la tradition africaine, puis la contemporanéité africaine, il se trouve que nos îles, la Caraïbe, c'est un prolongement justement de cette Afrique-là. Aussi, entre autres, il y a le métissage, il y a la créolisation. Et hier soir, précisément, ce qui ressortait à travers les musiques, à travers nos musiques, parce que le fils, c'est pas seulement le zouk, c'est toutes les musiques de la Caraïbe, c'était donc d'établir les liens, les passerelles entre justement cette origine africaine et puis ce que sont devenues ces sonorités. Alors avec, on sait très bien que Kassav, par exemple, hein, Jacob de Varieux a passé une partie de sa vie en Afrique, il en a beaucoup parlé. Et effectivement, il y a eu ce syncrétisme entre les musiques d'Afrique et puis ce qu'est devenu le zouk aujourd'hui. Moi-même, je me rappelle, il y a 30 ans, lorsque je partais du Cameroun, je viens du Cameroun par mon père, un concert de Kassav au Cameroun, c'était 90 000 personnes. C'est-à-dire que Kassav... Mais il y a un musée Kassav au Sénégal. Il y a le musée Kassav, mais il y a surtout le musée du zouk en Angola. Et c'est terrible. Et on n'a pas ce type d'établissement en Guadeloupe. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Non, mais c'est incroyable. Tout à fait. Et en fait, c'est un jour, c'est sur TV5 Monde. Oui. Alors, je regarde l'émission Oui. et elle explique qu'ils ont, parce qu'ils vouent vraiment un culte à Jacob de Varieux et Josie Béwa. oui. Mais c'est un culte. Oui. Et en fait, les gens le connaissent, ils chantent le zouk Extraordinaire. autant que nous. On Et l'appelle ils ont Jacob l'Africain, d'ailleurs. et en fait, ils ont un musée. Et je me suis dit, il est mort depuis 2 ans. On n'a aucun centre Tout à à son fait. effigie. Tout à Peut-être fait. une ruelle. Ça viendra, Ça- j'espère. Oui, mais ça J'espère combien que ça de temps? viendra. Normalement, ça aurait déjà dû faire Et l'objet il y a un festival au Mozambique. Alors, il y a le musée du zouk en Angola, à Luanda. Et il y a le festival du zouk au Mozambique. Tu D'accord. vois, depuis 2014 à peu près, les Mozambicains ont créé le musée du zouk. Non, le festival du zouk. C'est Donc, c'est incroyable. quelque chose